D'ailleurs, vous m'excuserez parce que des fois je prononce très mal son nom, parfois je dis Lénart, au lieu de dire Lénard, j'ai pris un mauvais pli. J'ai découvert les missionnaires du Pacifique en lisant les deux ouvrages du missionnaire Samuel McFarlane, un missionnaire de la Société nationale qui a écrit The Story of the Reformation et Among the Cannibals of New Guinea. C'est comme ça que je suis entrée dans l'histoire des missionnaires du Pacifique. Pardon. Alors, il est difficile de ne pas relever l'empreinte, l'empreinte britannique, même légère en Nouvelle-Calédonie, ne serait-ce que le nom de la Nouvelle-Calédonie, importé, baptisé par le navigateur et explorateur anglais, le capitaine James Cook. Autre marque aussi, pour les Britanniques, les vocables de loyalty et teachers encore en usage, y compris à l'arrivée de Maurice Lénart en 1902. Mais c'est probablement les activités des missionnaires de la Société de Londres, les missionnaires de Londres, qui constituent l'un des témoignages les plus significatifs de la présence britannique en Nouvelle-Calédonie. Après les grandes explorations, les Anglais puis les Britanniques, les Anglais puis les Britanniques étaient arrivés en Nouvelle-Calédonie, écumeurs des mers, baleiniers, santaliers, missionnaires britanniques avaient circulé dans les loyautés et sur la Grande Terre. Les missionnaires de souche britannique de la Société de Londres sont restés dans les loyautés de 1854 à 1920. La politique de la Société de Londres était claire. Évangéliser les païens, je cite entre guillemets, puisque c'est le vocable qui est utilisé, les païens d'Océanie par l'intermédiaire d'évangélistes indigènes originaires d'Océanie et formés par les missionnaires de la Société de Londres. Alors, c'est grâce aux teachers, catéchistes, Taonga, Tamila et Noah, que une série de pasteurs de la Société missionnaire de Londres sont venus œuvrer en Nouvelle-Calédonie. Pour Maré, John Jones et Stephen Creed en 1854, Alifu, Samuel McFarlane et Thomas Baker en 1859, pour Ouvéa, Samuel Hilla en 1864, et je vais rajouter James Hadfield de 1879 à 1920. À partir de 1853, dès la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, il est devenu de plus en plus difficile pour les missionnaires protestants britanniques d'œuvrer dans l'archipel des Loyautés sur la Grande Terre. En 1883, l'amiral George Gilbury, ministre de la Marine et des Colonies, de confession protestante, réclame au consistoire réformé de Paris un pasteur. Ce sera le pasteur Louis Cru, nommé à Maré en 1884. La Société de Londres ni la Société de Paris n'avaient prévenu le pasteur Jones en poste alors à Maré qu'un pasteur de l'Église protestante de France allait s'installer sur les lieux pour œuvrer dans la mission. Donc ça a évidemment créé des dissensions, puis des dissidences, menant à l'expulsion du pasteur Jones en 1887. Cru et remercié en 1891 et remplacé par le pasteur Langereau qui fera aussi ses valises rapidement. Les conditions de travail des missionnaires sont ardues, notamment en raison de l'administration coloniale et de sa vision de la foi protestante. Et il semble que l'article 6, issu de la déclaration de la conférence de Berlin de 1885, n'ait pas eu véritablement de poids en Nouvelle-Calédonie. En effet, sur la table des négociations lors du partage de l'Afrique, donc en anglais Scramble for Africa, les missionnaires ont obtenu de la part des grands empires européens la liberté religieuse de pouvoir œuvrer donc à travers l'empire. Bon, visiblement, ce n'était pas en application sur l'ensemble de l'empire. Cette communication va se pencher sur les relations entre Lénart et la Société de Londres, des relations qui ne datent pas de l'arrivée de Lénart en Nouvelle-Calédonie. Issu d'un milieu évangélique, il s'intéresse à l'histoire missionnaire de la Société de Paris et de la Société de Londres. Il est au fait des succès des missions du Lesotho et de Madagascar. Il suffit aussi d'apprendre qu'il a rédigé une thèse, maintenant vous le savez depuis ce matin, une thèse de théologie sur le mouvement éthiopien en Afrique australe, c'est-à-dire la fondation d'une église indigène,
pour comprendre que Lénart a étudié la position des Britanniques et des sociétés missionnaires et qu'il est sensible à la question des schismes religieux et à la fondation d'une église autochtone, du grain à moudre pour son futur et premier emploi de missionnaire dans le Pacifique en 1902. Et c'est précisément en Nouvelle-Calédonie, sur le terrain missionnaire, qu'il rencontre James Hadfield, dernier missionnaire de la Société de Londres dans les loyautés. Parallèlement, il fait l'expérience de l'héritage des sociétés missionnaires de Londres en Grande Terre à travers l'œuvre des évangélistes venus des loyautés. Alors, les sociétés missionnaires, les deux sociétés de Londres et de Paris fonctionnent naturellement en réseau. Membres de l'Alliance évangélique universelle fondée en 1846, les deux sociétés se prêtent main forte depuis le début du XIXe siècle. Leur alliance s'est développée au gré de l'expansion des empires français et anglais. Comme les autorités françaises refusent l'accès aux protestants de tous bords, de surcroît anglais, qui est l'ennemi historique, dans les colonies françaises au profit des pères blancs, donc entre guillemets, c'est le terme qui est employé, les missionnaires de la Société de Londres ouvrent la voie aux protestants français en Afrique australe, et notamment aux Lesotho, que Lénart, le terme qu'il va employer, c'est Lesotho, mais comme ses confrères d'ailleurs, de la Société des Missions de Paris. Aussi, lorsque les autorités françaises empêchent la Société missionnaire de Londres d'œuvrer à Madagascar et dans le Pacifique, dans le Pacifique, c'est-à-dire Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, la Société des Missions de Paris prend alors le relais de celle-ci. Il existe bel et bien un lien historique et privilégié entre les deux sociétés. Après le lien historique, le modèle du Lesotho, qui est aujourd'hui bien sûr le Lesotho. La mission du Lesotho est une source de fierté et d'inspiration pour les missionnaires de la Société de Londres. Lénart la compare à un joyau de mission. Je cite, les loyalties peuvent être un joyau de mission, comme le Lesotho. Et en d'autres termes, il rêve de faire de la Calédonie, des loyautés certes, mais de la Calédonie, un Lesotho du Pacifique. Dans une certaine mesure, le succès du Lesotho se doit au missionnaire français Eugène Casalis. Et d'ailleurs, il va remercier, dans sa thèse, il va remercier le fils de Casalis pour l'avoir renseigné sur cette période de l'histoire. Donc, il se doit au missionnaire ce succès en partie, Casalis, qui avait tissé des liens d'amitié avec le roi Soto Moshesh, premier du Basutoland, donc nom indigène du Lesotho, ce qui a ouvert la voie au christianisme dans cette enclave d'Afrique australe. La Société des Missions de Paris voyait l'œuvre du Lesotho comme un modèle collaboratrice de réussite. Non seulement le développement du christianisme au Lesotho était d'abord du fait de Moshesh et de son peuple, donc d'une démarche autochtone qui était enclenchée par les Soto eux-mêmes, mais aussi l'association entre un peuple Soto, la Société de Londres, la Société des Missions de Paris et des Britanniques. On parle alors, et je cite, d'internationalisme missionnaire. Ce modèle est d'une certaine manière contre-colonial, et là aussi je cite, dans un sens de contre-jeu colonial, car il est alors question pour les missionnaires français de la Société de Paris de demander la protection des Britanniques et non des Français pour pouvoir œuvrer sur la terre des Basuto qui, par d'autres jeux politico-coloniaux, est placé sous protection britannique, sous protectorat britannique. En décembre 1843, le gouverneur George Napier signe un traité qui définit les frontières du Basutoland et reconnaît la souveraineté du roi Moshesh en terre Basuto. Protégé des assauts des bourgs, des colons protestants d'origine hollandaise, œuvrant pacifiquement parmi les Basuto et son roi Moshesh, qui lui-même est très impliqué dans l'évangélisation de son royaume, on peut dire que les agents de la Société de Paris connaissent un âge d'or pendant une trentaine d'années sur ce territoire. Si le projet de départ était peut-être de prêter main forte aux communautés d'origine huguenote, et donc française de la province du Cap, la Société des Missions de Paris a priorisé la mission de christianisation des païens, je cite, autochtones. C'est donc sur ce modèle de réussite que va s'appuyer, peut-être pas en totalité, ou du moins rêve, Lénart. Il va aussi se pencher sur une autre question, celle de l'éthiopisme, on a parlé tout à l'heure. Quelques mois avant sa première affectation, en tant que missionnaire et en tant que intercalédonienne, Lénart est diplômée en théologie.
Il la soutient publiquement le 2 juillet 1802 devant la faculté de théologie de Montauban. Et ce travail allait nourrir sa réflexion, et semant ainsi les graines de la mission mélanésienne. Sa thèse de doctorat intitulée « Mouvement éthiopien au sud de l'Afrique » de 1896 à 1899 porte sur le phénomène de l'émergence de l'Église éthiopienne en Afrique australe, un phénomène encore en développement au moment de la soutenance de sa thèse en 1802. Dans sa thèse, Lénard décrit les origines théologiques et idéologiques de l'éthiopisme, les contours flous de ce mouvement qui est en expansion et les dangers de la dissidence, et en particulier aux conséquences néfastes de la fondation d'une église autochtone. Et cette église autochtone, c'est l'African Methodist Episcopal Church, l'AMEC. Dans ses recherches, il reçoit l'aide précieuse de James Stewart, missionnaire presbytérien écossais en poste à Lovedale, dans la partie orientale de la province du Cap. Il avait fait ses premières armes, Stewart avait fait ses premières armes de missionnaire aux côtés de David Livingstone, de la Société missionnaire de Londres, lors de l'expédition Zambèze de 1862 à 64. Il avait ensuite fondé le Lovedale Christian Witness, écrit et imprimé dans la mission du même nom. Stewart avait fait l'expérience de l'éthiopisme de deux façons. Il a connu d'abord la perte d'une de ses brillantes recrues au sein du Lovedale Mission Institute. Il s'agit de Pambani Jeremiah Mzimba, 1850-1911, qui quitta le séminaire pour fonder sa propre église, l'église presbytérienne d'Afrique. Deuxième point, en 1904, Stewart témoigne avec ardeur devant la Commission des affaires indigènes contre l'éthiopisme. On ressent d'ailleurs chez Lénard de la compassion envers James Stewart, victime de l'éthiopisme. Dans cette montée en puissance de l'éthiopisme, Lénard dénonce un certain nombre de points. Tout d'abord, Lénard explore, pour mieux dénoncer, la question des dissidences en Afrique australe, comme il le nomme. Ce qu'on appelle aujourd'hui un phénomène de scissiparité, je passe la définition. Cette dissidence, dit-il, accroît les tensions entre les Noirs et les Blancs, ainsi que la haine. Elle produit dans un cercle infernal d'autres dissidences et prise autant l'unité spirituelle qu'elle cantonne les indigènes dans un statut d'infériorité. À propos de l'ordre éthiopien, puisque le mouvement n'était pas général, il était très éparse, donc l'ordre éthiopien est une branche de l'église anglicane. Il fustige cette annexe qui place les indigènes dans la même position d'antan et les encourage à la révolte. Je cite une partie, en tout cas, un asile accepté par les Éthiopiens pour se constituer encore et se révolter avec plus de succès. Né d'un double mythe de retour aux origines, le mouvement, selon Lénard, n'a aucun fondement apostolique. Il souligne la quête des origines des Éthiopiens qui, en ayant choisi de s'adresser à l'évêque Turner, de confession protestante noire et américain, de les accompagner dans cette quête, qui en retour répondait à un vieux rêve d'esclaves américains, celui de retour à la terre de ses ancêtres, l'Afrique. Lénard parle de dangereuse amitié. Cette confession protestante autochtone, née d'un double mythe, est une forme de contestation politique, écrit Lénard. Il dit, je cite qu'une partie, une trouvaille politique, un dangereux objet d'importation. En somme, ce que Lénard relève dans le mouvement, c'est-à-dire leur désir, je cite, de s'affirmer en trouvant leur droit dans l'histoire. Étant donné, selon Lénard, que cette régénération a ses racines dans la contestation politique et identitaire, la nouvelle confession autochtone est de facto dépossédée de sa substantifique moelle religieuse pour n'être plus qu'un regroupement d'êtres humains, privant ainsi les Éthiopiens de toute forme de progrès. L'Église, je cite une partie de la citation, est le nom général qui cache un parti sans valeur religieuse ni morale. Elle n'est plus la communion des fidèles, mais une société, et une société hostile aux Blancs, aux dominateurs, une société politique. Lénard de conclure ce qui reste aux Éthiopiens, ce n'est ni la foi, ni le credo, ni la discipline. Elle n'a qu'un dogme, l'Afrique aux Africains. Ce dogme n'est pas religieux. Mais donc, à qui la responsabilité incombe-t-elle, selon Lénard ? Dans son introduction, dès la première page, Lénard plante d'emblée le décor et le contexte qui semble avoir favorisé l'émergence d'une église éthiopienne autochtone. En effet, Lénard résume le discours de Sir Johnston, homme politique et mécène britannique, qui s'était exprimé devant les membres de la Société royale de géographie à Édimbourg. Lénard nous éclaire sur l'état d'esprit des sujets de Sa Majesté et de l'administration coloniale de l'Empire à la fin de l'époque victorienne. La reine Victoria meurt en 1901. Cette référence flatte le missionnaire et encourage, ou semble en tout cas encourager,
la passation aux indigènes. Selon Lénard, il y a un certain nombre de responsables dans cette affaire. Le pasteur blanc, le missionnaire, le magistrat, les colons blancs en général, qu'ils soient français, britanniques, tous sont responsables de cette situation. La maltraitance des indigènes par les bourgs et autres Européens ont conduit les indigènes à entrer en dissidence. Les Anglais, issus de l'Église d'Angleterre, avec leurs annexes autochtones, sont responsables, ainsi que les églises wesleyennes et méthodistes. Et ils taclent les Anglais sur leur lien entre la liberté religieuse et politique, qui se superposent presque. Et il était inutile de s'adresser aux Anglais, car ils ne donneraient pas aux Noirs liberté absolue sur un point aussi important. Liberté religieuse, c'est presque liberté politique. Enfin, les indigènes sont responsables, et leurs chefs en particulier. Ces hommes n'ont aucune instruction, etc., etc. Le ton employé laisse suggérer que les indigènes sont encore naïfs et se sont mis à rêver d'une Afrique aux Africains. Enfin, à la fin de sa thèse, une note sera ajoutée pour préciser qu'aucune société missionnaire n'est visée en particulier. Les chercheurs s'accordent néanmoins sur le fait que le mouvement favorisa davantage la coopération entre les sociétés de mission protestantes, mais également entre les sociétés et les gouvernements en place. Alors, maintenant, le lien en Nouvelle-Calédonie, l'ENAR, la Société des missions de Londres et la Société des missions de Paris. À son arrivée en Calédonie, donc fort de cette connaissance théorique et historique sur les missions, l'ENAR retient un modèle de mission, le Lesotho et Madagascar, je n'ai pas pu parler de Madagascar, et de l'anti-modèle ecclésial, l'Éthiopie. Deux principes fondamentaux. Ces principes sont d'abord coopérer avec la Société des missions de Londres et prévoir sa succession potentielle dans le Pacifique. Il insiste, dans ses écrits, il insiste beaucoup sur ce point-là. Et deux, rassembler et édifier une communauté ecclésiale protestante unie qui ne donne pas lieu à des dissidences confessionnelles avec les risques que cela implique. Tout un programme dans un contexte calédonien religieux en crise, une société en voie de laïcisation, et là je pense à l'administration Félix. Avant la venue de l'ENAR, la Société de Paris était déjà active dans les loyautés, aux côtés du dernier couple de missionnaires, James et Emma Hatfield, qui, pour éviter tout grabuge, avaient réduit leurs activités pastorales à néant. La Société de Londres, par l'intermédiaire de Macfarlane, Jones, Creek, avait tenté de s'implanter dans la Grande Terre, mais avait essuyé les refus catégoriques de l'administration française. Être missionnaire britannique, protestant dans une colonie française et dans le cadre d'une politique de laïcisation était rédhibitoire. Les teachers des loyautés, devenus progressivement des Nata, Dominique tout à l'heure nous a parlé de Mataya, par exemple, ces teachers avaient discrètement procédé à l'évangélisation, avaient commencé en tout cas à évangéliser la Grande Terre. Chassés à maintes reprises et emprisonnés, ils étaient parvenus à convertir quelques chefs de tribu au protestantisme, et c'est de là, comme au Lesotho, que devait provenir la demande d'un pastorat sur la Grande Terre. Les Nata, dont Joanne Nigo, envoie une lettre à la Société de mission de Paris, une supplique, pour reprendre l'expression de Christiane Tellier, pour demander l'envoi du pasteur français sur la Grande Terre. Il nous faut un missionnaire qui nous dirige et qui prenne notre défense. Le pasteur Philadelphe Delors, amarré, quémande aussi un agent, demande qui sera essaucé en 1902, c'est donc l'ENAR. Pasteur Delors accueille les Lénards à Nouméa en 1902, en novembre 1902. Le couple séjourne 2 mois dans les loyautés, janvier-février, avant de rejoindre la station de Wailou en mars 1903. Il s'arrête à Marie chez le pasteur Delors dans sa mission, visitant la maison de Delors construite par le révérend Craig. Il salue sa mémoire, son abnégation et ses travaux de traduction de la Bible, tandis qu'il tacle le révérend Jones, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et avec qui il y a eu des dissensions. Puis, rencontre avec les Hatfield. Les premières impressions de Lénard à l'égard des Hatfield sont excellentes. Monsieur Hatfield est excellent et courtois. Sa présence est salutaire dans l'île, mais il est grand dommage qu'il n'ose travailler. Très rapidement, Lénard, dans une missive à ses parents, présentera le révérend Hatfield comme ce bon Hatfield. La relation qui s'est établie entre les deux missionnaires est amicale et constructive. Ils se rendent service pour réaliser l'œuvre commune. Hatfield continue, quand il le peut, d'envoyer des natas à Doneva.
Lénard manque de nata sur la Grande Terre et se tourne historiquement vers les loyautés. Il y a une véritable demande pour des natas dans les tribus, une demande que Lénard ne peut honorer. Lorsqu'il y a pénurie à Lifou, Hadfield fait preuve de générosité d'une autre façon, une petite somme d'argent, des canards, même un poulain, j'ai trouvé une autre. Mais ce qui est au centre de leur préoccupation, c'est le nata. Maillon indispensable entre la mission et les autochtones, et donc indispensable au fonctionnement de la mission et de la propagation de l'évangile. Sur cette question, les deux hommes sont solidaires. D'ailleurs, la Société des missions de Paris publie un article dans lequel est indiqué l'école des natas qui est appelée à prendre une plus grande extension. Ça, c'est en 1919. Les bons natas, comme l'écrit Lénard, ont la plupart été formés dans les loyautés par la Société de Londres. Lorsque le couple Lénard s'installe à Lifou, il va rencontrer les pionniers, je cite, de l'évangélisation de la Grande Terre. Il n'en reste pas moins que les deux pasteurs n'ont pas une vision idyllique du nata. Ils se plaignent des mauvais natas, de leur inertie, je cite, un mauvais nata, l'inertie de la consommation excessive d'alcool. Aussi, comme les Britanniques, les protestants français continueront de promouvoir la tempérance dans les îles comme sur la Grande Terre. En dehors de ces échanges avec Hadfield, Lénard relève aussi l'héritage de la Société de Londres, alors qu'il observe le travail des natas originaires des loyautés qui se sont appropriés le système. Aussi, j'avance un peu parce que j'ai trop d'éléments pour le temps qui me reste. Alors, grâce au nata des loyautés, il y a bien continuité entre les deux sociétés. En revanche, en exprimant les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions, il soulève aussi les limites imposées par le modèle loyalaïcien, je vais y arriver, celui de la Société de Londres. Il souligne à maintes reprises le manque d'homogénéité des natas, c'est un terme qu'il emploie. Manque d'homogénéité des natas à Wailou et des différents mœurs et des pratiques missionnaires. Et il dit clairement que les natas des loyautés sont différents des natas de la Grande Terre, c'est pas les mêmes. Donc, je ne vais pas tout lire. Il n'est pas bon de continuer trop longtemps le développement de la Calédonie par les loyalties. Ce sont deux races trop différentes. Il donne quelques exemples précis et factuels, ce qui peut être modifié ou pas. Des questions logistiques, par exemple, une citation, ils ont importé aussi l'habitude de marée qui consiste à se réunir entre plusieurs églises pour les communions mensuelles, ce qui dans la région représente parfois 5 jours de voyage. Donc là, pour la transposition, il y a des difficultés au niveau logistique et bien sûr les distances ne sont pas les mêmes. Donc il donne un certain nombre d'explications comme ça qui sont très intéressantes. Ce que Lénard met en évidence, c'est le contexte différent dans lequel opèrent les natas, un contexte fait aussi de violence dont les natas font les frais sur la Grande Terre. Lénard, dans un courrier destiné à Bonner, directeur de la société en métropole, dénonce le risque d'expulsion des natas, cernés par de nombreux dangers, colons, clergé catholique, administration coloniale, etc., et victime d'une véritable machination. Et c'est précisément ce contexte géographique qui pose aussi des problèmes linguistiques. En effet, les langues parlées des natas, qui vont former les futurs natas dans cette tournée d'évangélisation, sont différentes. Et je prends une citation de la France australe, le nata qui prêche en marais compte en anglais. Et donc, Lénard va s'insurger contre le parler de la langue de marais par ses natas sur la Grande Terre, puisqu'ils ne peuvent pas être compris par les habitants de la Grande Terre. Donc il dit « Je me suis insurgé contre le marais, devenu langue d'église ». Et du coup, il va entraîner les anciens natas et les futurs dans un véritable travail de traduction. Je ne suis pas linguiste, donc je ne vais pas pouvoir aller sur ce terrain-là. En tout cas, l'exemple de Johannes Hugo m'a paru très intéressant. Je ne le connaissais pas et j'ai trouvé que c'était une personnalité fascinante. Dans un article, il est nommé de traducteur polyglotte d'UVA. Il a été formé par James Hadfield. Donc on voit cette continuité, cette transmission et finalement cette appropriation. Voilà, donc il traduit en 1903, il traduit l'évangile de Matthieu en hadjié qui sera édité par Lénard. Donc il va faire une série de traductions dans la langue de Wailou. Pour conclure, les théories, connaissances et inspiration, c'est-à-dire les théories des missions que Lénard a acquises avant la mission mélanésienne,
ont-elles encore raison de citer lorsqu'il est en poste à Donneva? Alors, difficile de répondre à cette question avec précision parce qu'il me reste plein de documents à compulser. D'ailleurs, je voudrais remercier les archives de Nouvelle-Calédonie, le personnel qui est ici, et qui m'a vraiment aidé parce que je ne trouvais pas grand-chose sur la Société des Missions de Londres. Je ne savais pas par quoi commencer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est néanmoins, l'ENAR a nul doute poursuivi sa collaboration avec la Société missionnaire de Londres, ou du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire la partie la plus visible de l'iceberg, le pasteur Hatfield, et par extension ce que les NATA ont formé par la Société de Londres donne à voir de cette transmission aux fortes colorations britanniques et congrégationalistes. Or, les NATA se sont appropriés ces pratiques missionnaires pour leur donner une identité propre. Deuxième point, l'ENA, bien que néophyte dans le champ des missions, lorsqu'il arrive en Nouvelle-Calédonie, a bien poursuivi l'œuvre des Britanniques dans le cadre justement d'édification et d'unification de l'Église qui avait fait ses preuves dans les loyautés. À son arrivée, il rencontre les mêmes problématiques que ses acolytes britanniques, des problématiques similaires. La gestion du corps des NATA, l'opposition des autorités françaises, les catholiques aux NATA et à l'œuvre des missionnaires protestants de tous bords. Néanmoins, est mise en évidence une Nouvelle-Calédonie fracturée en 3 zones. C'est cette impression qu'il donne à la lecture de ces lettres. La Grande Terre, la ville de Nouméa et le groupe des Loyalty. L'ENAR, face à la réalité du terrain, a dû procéder à un rééquilibrage de la formation des NATA qui répondent aux exigences de la Grande Terre, pour ensuite ne plus faire appel aux NATA des loyautés. Il y a à la fois continuité et discontinuité avec la Société de Londres. Ainsi, au-delà des influences, des réseaux et des engagements à l'échelle locale et mondiale, l'ENAR et sa mission mélanésienne illustrent bien la place du contexte local et les réalités du terrain qui redéfinissent la mission, le terrain et donc la praxis dont le pasteur est tributaire. Et ensuite, je vais citer Jean-François Zorn, un théologien des missions qui résume les relations étroites entre les deux sociétés et leurs contextes coloniaux respectifs. Ce sont des événements étrangers à la mission liés à la colonisation qui conduit la mission de Paris à prendre la relève des missions étrangères. Il s'agit d'un travail réalisé de concert pour déjouer, je cite Jean-François Zorn, le piège colonial, c'est-à-dire ne pas subordonner l'œuvre apostolique à l'œuvre politique, pour reprendre les termes de Jean-François Zorn. Dans le cas de la Calédonie, les obstacles dressés par l'administration coloniale française face à un protestantisme en général auront nul doute contribué à renforcer les liens entre les deux sociétés. Mais à la manière de vases communicants, les missions de Londres en formant les NATA et la mission de Paris, ou les NART, en redéfinissant la formation des NATA sur la Grande Terre, n'ont-ils pas transmis les clés de l'éthiopisme qu'ils avaient autrefois décriées? Merci. Bien. Nous avons maintenant un peu de temps pour les questions. Donc, profitons de ce moment. La parole est dans la salle. J'aurais une petite question pour Dominique. Donc, suite à l'exposé de Claire, je me posais la question parce qu'on a clairement une capillarité qui existe entre les sociétés missionnaires protestantes de Londres et de Paris. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une influence également du fait de la proximité, une capillarité avec l'Église catholique australienne qui était très influencée par l'approche irlandaise conservatrice qui était celle de Dixon? Oui, il y a très certainement une influence avec l'Australie dans la mesure où, ne serait-ce que pour une raison très simple, le deuxième noviciat Maris se fait à Sydney. Donc effectivement, les missionnaires qui partent sont tous, au bout de plusieurs années d'apostolat, sont tous en contact avec ce qui se fait en Australie et avec le milieu irlandais en particulier.